Donc bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous avoir aussi nombreux pour cette initiative Cap à Gauche. Alors ça me permet de remercier Georges Martel pour avoir rendu possible cette initiative. Hein. C'est lui quand même qui a fait venir Gérard, donc merci à lui. Merci aussi aux bénévoles de Cap à Gauche pour l'organisation, parce que sans eux, rien n'est possible. On est accueillis aujourd'hui dans la salle Marie-Laurent à Tulle, donc on va dire un merci à la mairie de Tulle. Au départ, on avait prévu de faire ça à Brive, mais il y a quelques difficultés pour réussir à avoir une salle à Brive ces derniers temps, et c'est un petit peu dommage. Mais finalement, ça permet à des gens qui sont à Tulle d'être là, qui n'auraient peut-être pas été à Brive, donc on va se réjouir de ça. Donc Cap à Gauche, quand même, je vais quand même dire un mot sur Cap à Gauche. Cap à Gauche, c'est une organisation, une association d'éducation populaire, voilà, qui organise, alors à partisane, il faut quand même le préciser, hein, peu importe votre parti politique, vous pouvez faire partie de Cap à Gauche et venir discuter, débattre avec nous. On organise régulièrement des soirées débats, des discussions sur les thèmes d'actualité, sur la politique, sur le social, sur l'environnement, l'écologie, l'énergie. On a aussi une lettre qui est publiée régulièrement, à laquelle ceux qui souhaitent peuvent s'abonner aussi. Hein, on vous donnera les renseignements. Et puis l'année dernière, et ça sera encore certainement le cas cette année, on a des petits livrets qu'on fait sur des thèmes d'actualité et qui sont à votre qui vous sont proposés là-bas au fond de la salle. Voilà, j'ai fait un peu de pub. Je pense que Gérard fera aussi la pub pour son livre, donc chacun son tour. Hein. Voilà, donc aujourd'hui le thème du soir c'est le travail sous deux aspects. Déjà le droit, après avoir passé une vie de labeur, à aspirer à une retraite digne et en bonne santé, quelque chose que le gouvernement a commencé à rogner ces derniers temps. Et puis c'est aussi le droit du travail en général, avec il y a eu quelques années, Gérard était déjà venu pour nous parler de la loi El Khomri. Et puis, il y a d'autres projets gouvernementaux qui vont sortir dans les prochains mois, on peut dire ça. Et donc, je pense que Gérard va encore nous saper le moral, malheureusement. Voilà. Bon, ça ne va pas vraiment dans le sens des travailleurs, vous l'avez compris. Et donc, c'est important que les gens soient informés au maximum. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, pour nous parler de tout ça, on accueille Gérard Filoche. Pour le présenter rapidement, donc c'est un ancien inspecteur du travail. Voilà, syndicaliste, membre de la CGT, homme politique français, qui a fondé le parti Gauche démocratique et sociale. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages sur le travail, les 35 heures, mai 68, son dernier ouvrage d'ailleurs, le tome 2, qui est disponible à la dédicace à la fin de l'Assemblée. Membre de l'association Attaque et de la Fondation Copernic. Et ancien rédacteur en chef de la revue démocratique et sociale, Démocratie et Socialisme, pardon. Voilà. Donc je vous laisse lui faire une ovation et puis je lui passe la parole. Voilà, merci à vous. Bravo camarades pour la présentation et l'exercice. Bonsoir à tout le monde. Merci à Georges Martel aussi, grâce auquel je suis là et qui m'a invité un paquet de fois à Tulle. On essayait en déjeunant tout à l'heure de se remémorer. J'ai dû venir en 2018 pour l'anniversaire de mai 68. J'ai dû venir en 2016 contre la loi El Khomri. J'ai dû venir au moment de l'assassinat de mes deux collègues de l'inspection du travail à Saucignac. J'ai dû venir au moment du traité constitutionnel européen avec mon ami Marc Delez et puis Jacques Généreux. Et je suis en train d'oublier les réunions internes diverses du Parti socialiste de l'époque auxquelles j'ai participé et qui m'ont valu d'être là et de polémiquer avec qui vous savez dans votre chère ville. Donc ça me fait un plaisir de vous retrouver. Je ne peux pas moi être pessimiste. Non. On a des raisons. Un jour, j'étais dans une réunion en Belgique, c'était avec Philippe Martinez. Il y avait un jeune qui se lève puis qui dit je suis pessimiste. Martinez me dit on ne peut pas être pessimiste et syndicaliste à la fois. Et je trouvais ça de très bon sens, quoi. Et quelles sont les raisons d'être optimiste ? Faut pas commencer par raisonner. Je vais le faire pourtant.
Mais il ne faut pas commencer par raisonner sur les institutions, les partis, la droite, Macron, tout ça. On partage sûrement beaucoup d'hostilité. Il faut d'abord raisonner sur les gens, je veux dire. C'est-à-dire ces gens qui... il y a eu 14 manifestations avec 2 millions de personnes. Il y a un an, vous m'invitiez, je vous aurais jamais... vous m'auriez dit, je suis pessimiste, et je vous aurais dit non, il va y avoir des luttes. Mais sûrement que dans ma tête, il y a un an, j'aurais pas eu l'idée de lutte aussi importante. Hein, parce que les manifestations qu'on a, c'est vraiment un... Je vais prendre des mots un peu... C'est vraiment un soulèvement du salariat. Ah ben, il y a eu 150 manifestants à Ouessant. Il y a eu 200 manifestants à Groix. Il y en a eu 450 à Romorantin, je crois. On est allé avec mon ami Jean-Pierre Côté, qui me filme en ce moment, on est allé du côté du Jura pour les 50 ans de l'IP. Chaque ville qu'on traversait, c'était 400, 500, 1000, 1200, comme jamais ça ne s'était produit auparavant. Parce que les mouvements qu'il y a eu, que nous connaissons tous, hein, de mai 68 à décembre-novembre 95, ont eu leur surface, ils ont eu des mobilisations, etc. Je crois jamais en profondeur, à ce point-là, répartis dans l'ensemble du pays. Donc c'est une vraie caractéristique. Et si on a des raisons d'être optimiste, c'est de partir de là. Parce que chaque fois, il y a les gens... Moi, vous vivez tout ça. Les gens ne bougent pas, ils ne veulent pas se déranger, ils ne veulent pas syndiquer, ils ne veulent pas payer la carte. Ah oui, mais alors là, ce qu'ils nous ont fait comme démonstration, c'est quand même pas mal, quand même. Hein. Des manifs, 2 800 000 personnes en une journée, 2 millions. Il faut bien compter aussi, parce que les millions de manifestants, il y en a qui ont participé qu'à 1 ou 2 manifs. Moi, je ne sais pas combien vous. Moi, j'en ai fait sur 14, j'en ai fait 8. Mais donc, il y a des gens qui ont participé 1 ou 2 fois. Donc, pour qu'il y ait du monde tout le temps, il y a eu beaucoup plus de monde que les chiffres affichés sur le total des manifestants. Et ça a touché et entraîné jusqu'au cœur de petites entreprises, de petites villes, qui d'habitude ne bougeaient pas. D'ailleurs, un paradoxe, c'est que ce sont les plus hautes entreprises qui n'ont pas bougé. Si vous avez remarqué, hein, si vos souvenirs sont sur le Front populaire, c'était Breguet et la TECOR. Ils ont entraîné toutes les entreprises. Mais 68, c'était Sud Aviation et Cléon Renault. Et ça a entraîné toutes les autres entreprises. Mais là, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu de locomotive spectaculaire, ni chez Airbus, ni chez Stellantis, ni chez Sanofi. En France, il y a 1000 entreprises de plus de 1000 salariés, à peu près 4 millions de personnes quand même, qui font 50% du produit intérieur brut. 1000 entreprises, 50% du pays. Ils décident de tout, ces entreprises-là. Vous en avez 1 200 000, mais il y en a 1000 qui décident de tout. C'est là où peut-être ça a le moins bougé. Ça a bougé dans les petites, les moyennes, les grandes. C'est un phénomène qui est à étudier et qui, à mon avis, rend optimiste. Parce qu'il s'ajoute avec des strates de lutte. Quand je disais je suis venu pour la loi El Khomri, il y a eu aussi à l'époque 13-14 manifestations, sans qu'il y ait d'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, une unité syndicale. Mais après, vous avez des mouvements pour défendre la SNCF, des mouvements contre les ordonnances pénicaux, puisque je suis là pour parler de droit du travail. Et vous avez eu des manifestations des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont changé quelque chose. C'est qu'ils ont amené des couches de manifestants qui étaient là, hein, dans les 6 derniers mois. Et qui expliquent aussi beaucoup de présence dans des petites villes et tout ça. Et donc c'est plutôt, à mon avis, vous n'êtes pas obligé de partager mon optimisme jusqu'à ce point, mais j'aimerais quand même vous le communiquer. Ce à quoi on a assisté, c'est pas une fin, c'est plutôt un début. Il y a un continuum depuis 6 ou 7 ans. Et après, on discute avec les gens, ils disent on a gagné, on a perdu. Bah, sur le fait factuel, tout de suite, on n'a pas gagné, ça c'est clair. Mais il n'y a rien d'arrêté. Je suis plutôt de la position de Sophie Binet qui dit c'est la première mi-temps, il va en avoir une deuxième. Et je suis plutôt de l'idée, et j'ai fait beaucoup de réunions, pas seulement chez vous, avec plaisir, mais où les gens ont un goût à la fois d'amertume, à la fois de colère, à la fois de revanche, mais pas de défaite.
C'est ce qui explique les casserolades, les continuités à peu près partout où Macron se déplace, les ministres se déplacent. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de grèves sur les salaires, que vous ouvrez sur Internet, vous allez trouver des occupations, des routes bloquées, des universités, des lycées, des profs qui là, voilà. Et vous avez donc un état d'activité du mouvement social qui n'est pas ce que les plus anciens comme moi, parce que moi, je suis un éduqué de mai 68. Qu'est-ce que c'est pour moi, mai 68? C'est pas les étudiants. 68, ça commence avec la grève des mineurs en 1964. Et vous avez une montée des grèves 65, 66, 67. Vous avez des grands mouvements à Redon, à Rodiaceta. Vous avez 2 grandes journées d'action unitaires pour la défense contre la sécurité sociale, les 17 mai 66 et 67. Pour ceux qui veulent voir mai 68 a posteriori, la montée, elle fait 3-4 ans. Vous avez le célèbre Viançon-Pontet qui se trompe mortellement en disant « la France s'ennuie », alors qu'elle était en train de se mobiliser sous ses yeux, mais il ne la voyait pas. Les premières barricades en mai 68 sont à Caen, à la Savième. Ce sont des jeunes ouvriers pendant plus de 8 jours. Ce n'est pas les étudiants. Et évidemment, quand la société bouge, la jeunesse reflète. Et là, toute la jeunesse s'était mise en mouvement. Et quand elle s'est mise en mouvement, vous connaissez l'histoire des barricades, la vraie grève a démarré le 16, 17, 18, 19 mai. Et comment elle a démarré? Moi, j'ai étudié ça, et je le fais dans mes écrits. J'ai étudié ça en Seine-Maritime, j'étais à Rouen, à Sotteville et Rouen. Et le secrétaire de l'Union départementale CGT, en Seine-Maritime, à l'époque, 90 000 syndiqués CGT, 3 000 CFDT, hein, on est bien en 68. Hein. S'étonne, il tient un carnet de bord, il s'étonne que la grève s'étende dans toute la vallée de la Seine. Il ne bouge pas de son bureau, il n'a pas de portable, il est plutôt du genre à rester dans son bureau sans lui porter une critique a posteriori. Mais il dit « Ah, on m'a appelé, c'est du Bijon, ah, ils sont en grève. » Mais je ne crois pas, du Bijon. Ils ne bougeaient pas, je suis allé les voir. Les gens croyaient que c'était impossible de les faire bouger. La CFEM, ah, il y a un piquet de grève là-bas, mais on n'a pas d'adhérents. Puis après, ils continuaient toute la vallée de la Bassène, c'est-à-dire Notre-Dame de Gravenchon, et jusqu'au Havre. Et on voyait la chimie, la métallurgie, tous se mettaient en grève. Et lui, il y était pour rien, il n'y avait pas de mot d'ordre de la CGT. Mais les gens se mettaient en mouvement de façon absolument entraînante, contaminée, spontanée, massive. C'est vrai que la grève générale ne se décrète pas. Et que nous n'avons pas eu ça, là. Ça, c'est une différence. Nous avons les prémices de ça. Parce qu'il y a eu des blocages. Le 7 mars, c'était annoncé comme un blocage. Mais il n'y a pas eu l'étincelle. Et du point de vue de la jeunesse, la répression qui l'a frappé. Parce que c'est plus du tout comme dans le temps. Hein. Dans le temps, vous pouviez faire une assemblée générale dans le lycée, vous pouviez faire une assemblée générale dans l'université, vous aviez le temps d'expliquer. Là, les flics sont là dans le quart d'heure qui suit et vous dégagent. C'est-à-dire, donc après, les lycéens sont obligés de mettre des poubelles pour bloquer la porte. Mais un blocus, ça n'a pas la même valeur qu'une assemblée générale de façon éducative pour les gens. Hein. Donc, une partie de la jeunesse a bougé, mais pas non plus comme en mai 68. Alors, quelles sont les différences? Moi, je dirais qu'il y a un continuum et un développement de la conscience, et il est arrêté parce qu'un pouvoir, je dirais 2 mots, mais vous avez tous probablement partagé mon opinion, autoritaire de nature exceptionnelle, extrêmement minoritaire du point de vue de son assise sociale, parce qu'un pouvoir se permet de dire, de toute façon, vous pouvez être 4 millions, je n'écouterai rien, je ne bougerai pas, je vous envoie la police, les forces de l'ordre, et puis je ne céderai pas. Et donc, évidemment, les gens eux-mêmes se disent, mais je ne vais pas y arriver. Donc c'est décourageant, c'est-à-dire ça bloque l'extension. Mais malgré l'idée que ça bloquait l'extension, on a quand même eu 6 mois exceptionnels. Et il y a quand même une sorte de suspension. Et donc l'idée d'un deuxième match, c'est-à-dire l'idée qu'un élément détonateur, les vraies crises, personne ne peut les prévoir. Il y a un petit quelque chose qui se passe, et puis d'un seul coup, ça déclenche tout le reste. On n'a pas eu ça, mais on a plus que les prémices de ça. On a plus qu'un développement sur 6-7 ans, si vous voulez revenir de 2016, la loi El Khomri à aujourd'hui. Et le salariat, lui, alors, avant de parler travail, je parler salariat. Parce que, bon, peut-être on est 30 millions de salariés, savez-vous? Alors, souvent, on est habitué à des mots comme prolétariat, classe ouvrière,
ou bien alors vous allez parler de la jeunesse, etc. Permettez-moi d'insister sur le mot salariat. Ce sont ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Nous sommes 30 millions. Ça va de l'ingénieur au balayeur, de l'infirmière à la manutentionnaire, du métallo au cheminot. Toutes les catégories, 98% des salariés gagnent moins de 3 200 € net. Il ne faut pas croire qu'il y en a 2% qui gagnent beaucoup plus. Mais c'est une petite minorité. Petite minorité. Le salaire médian est à 1 800 € aujourd'hui. 1 800, 50%, moins de 1 800. Donc en fait, c'est une immense classe sociale, extrêmement exploitée aujourd'hui, productive de façon incroyable. Hein. En gros, ça ne veut peut-être pas dire suffisamment, mais la moyenne de productivité d'un salarié français, c'est en gros, c'est 72 € de l'heure. Et ce qu'il touche en moyenne, c'est plutôt 18 € de l'heure. Entre 18 et 72 €, il y a de l'évasion, hein. C'est de l'évasion spéculative, c'est de l'évasion des marges, c'est de l'évasion fiscale, c'est de l'évasion chez les classes absolument rikiki, mais qui possèdent les richesses de ce pays. Jamais la France n'a été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Et ça, c'est la force du salariat. Elle est étonnante parce que vous savez, le salariat, il n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. 30 millions aujourd'hui. Ça ne s'est pas fait d'un seul coup, hein, parce que au Front populaire, le salariat était minoritaire. 9, 10, 11 millions. Au sortir de la guerre, le salariat était minoritaire. Il y avait 55% d'indépendants et 45% de salariés. La majorité de la population était paysanne, commerçante, artisane, indépendante, mais pas salariée. D'ailleurs, souvenez-vous, ces indépendants-là n'ont pas voulu adhérer à la sécurité sociale parce qu'ils disaient qu'avec les salariés, ça ne serait pas suffisamment solide. Ils voulaient leur propre sécurité sociale. Mais entre 1945 et maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Ils sont passés de 55% qu'ils étaient à 10%. Parce qu'il n'y a plus que 10% d'indépendants. Je vais faire des précisions là-dessus tout à l'heure. Mais 10% d'indépendants, 90% des actifs sont salariés. C'est une modification qui n'est pas encore perçue par le salarié lui-même, il n'en a pas conscience, mais qui vient des décennies passées. Et ça a de quoi rendre optimiste, parce que ça a des conséquences sociales, syndicales et politiques. Si vous voulez comprendre l'intersyndicale des 6 derniers mois, il faut réécouter ce que je viens de dire. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a un besoin d'unité de la gauche, il faut réécouter ce que je viens de dire sur le salariat. Parce qu'en vérité, c'était pas acquis, cette unité du salariat. Les gens ont le sentiment que chacun dans leur métier, la femme de chambre, ou bien la maîtresse d'école, ou bien la DRH, ils sont salariés, mais tellement différents. En fait, pas tant que ça. N'avoir que sa force de force à vendre, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Moi, je dis toujours, hein, quand on vous dit un patron vous donne du travail, ce n'est pas le cas. Un patron ne donne jamais rien. Il achète votre force de travail, vous lui vendez, il veut vous la payer le moins cher possible, vous voulez qu'il vous la paie le plus cher possible, et en fait, lui, il fait des marges, parce que s'il ne fait pas de marge, il met la clé sous la boîte de l'entreprise, sous la porte, et donc en vérité, c'est vous qui le payez, c'est pas lui qui vous paye. Hein, vous recevez ce que j'ai dit tout à l'heure sur la part que vous produisez, la part qui en fait vous recevez, la différence est énorme. Bon. Et donc, j'essaie de cerner bien cette notion de salariat, parce que tout le reste va un peu en découler, si vous me permettez, dans mon exposé pour lequel vous m'avez invité. On est 30 millions, il y a moins de différence entre l'école bleue et l'école blanche qu'avant. L'employé qui est chez McDonald's, il souffre plus que certains ouvriers d'Arcelor qui sont en bleu, mais qui sont des ingénieurs devant les ordinateurs, en vérité. Bon. Il n'y a plus le col bleu et le col blanc. Il y a un siècle, c'était le gars qui était dans le cambouis dans l'atelier et l'autre qui avait ses manches de lustrine dans le bureau au-dessus de l'atelier. Ça, c'est une caricature, c'est fini.
Il y a beaucoup moins de différenciation dans le salariat aujourd'hui que ce qu'il y en avait avant. Même si dans un hôpital il y a 271 métiers, bon, tout le monde c'est quand même dans l'hôpital. Et tout le monde concourt quelque peu aux mêmes tâches ou tente de concourir aux mêmes résultats. Et donc se heurte aux mêmes obstacles quand il y a un manque d'effectifs, quand il n'y a pas d'argent qui arrive, quand on ne peut pas soigner les malades. Donc en vérité, les consciences de ceux qui produisent ont plutôt tendance à se rapprocher et à gommer les anciennes séparations qu'à se distancier. Mais ceci dit, ça n'est pas fait. Les gens n'ont pas cette conscience de tous être salariés, de tous être exploités. S'ils l'avaient tous, on aurait déjà gagné. On serait en train de construire le socialisme, on aurait une autre société et on organiserait autrement le travail. Mais malgré tout, le salariat a gagné beaucoup. Il a gagné dans les décennies entre 1945 et disons l'année 2000. Il a gagné une médecine du travail. Il a gagné une inspection du travail. Il a gagné une justice du travail. Il a gagné des institutions représentatives du personnel. Il a gagné des délégués du personnel, des délégués syndicaux, des membres de comités d'entreprise, des mutualistes, des membres de commission hygiène, sécurité, conditions de travail. Il a gagné des cotisations sociales salariales pour la maladie, pour l'accident, pour la famille, pour le logement, pour la retraite. C'est quand même, c'est 50 ans de combat. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est que tout ce que je viens de dire qui constitue le salariat, le capital l'attaque. Et cette attaque, elle est à la fois... Allez, on va la situer dans les 20 dernières années. Parce qu'on peut la situer à partir... Moi, je situe, c'est à partir... Les dernières avancées, c'est en gros avec les 35 heures. On peut les dater sous Jospin. Je ne fais pas d'éloge du gouvernement de l'époque, mais malgré tout, il y a 35 heures, il y a quelque chose. Avec Hollande, vous n'avez rien. C'est simple. Bon. Dans les 35 heures, puis après, il y a une contre-offensive. Ils n'arrêtent pas de reprendre les 35 heures, de les grignoter, de les déstabiliser, etc. Puis après, ils commencent à attaquer le Code du travail. C'est vraiment 2004-2008. Ils le recodifient, ils le changent en profondeur en disant que c'est pas vrai. Puis après, ils commencent à attaquer des délégués, des droits des élus du personnel. Dati, en 2009, elle va supprimer un tiers des prud'hommes. Et toutes les attaques qui visent tout, la médecine du travail, ils vont plus recruter. Aujourd'hui, on n'a plus que 4600 médecins du travail pour 30 millions de salariés et 18 millions et demi dans le privé. La médecine du travail a été bloquée. Donc, recrutement dans la formation, dans son action, dans ses moyens. Et puis après, ils ont bloqué les inspecteurs du travail. Le moins qu'il y en avait, le moins de postes, etc. Ils ont bloqué. Puis après, ils ont dit ça suffit pas. Donc, avec la loi El Khomri, ils ont dit on va remettre en cause les institutions représentatives du personnel. Et Macron a trouvé qu'il n'y en avait pas encore assez, donc il a fait les fameuses ordonnances Pénicaud. Là, on n'est déjà pas très loin, hein, c'est il y a seulement 6 ans, quoi. On est en 2017. Et entre 2017 et aujourd'hui, par exemple, en 2017, il y avait 425 000 salariés protégés. Ceux qui avaient un mandat et qui n'étaient donc pas licenciables sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail que j'étais alors. 425 000. Vous savez combien il en reste? 200 000. C'est-à-dire qu'ils ont fait couper par 2 la représentation des salariés dans les entreprises en moins de 5 ans. Ils attaquent... l'indépendance de l'inspection du travail a été attaquée à partir des lois Sapin. Les restructurations en interne ont diminué la capacité d'action. Avant... L'inspecteur était chef de service, il avait sa propre section, son propre domaine. Maintenant, l'inspecteur est fondu dans une unité de contrôle. On lui a mis une hiérarchie par-dessus qui limite sa capacité d'action et sa capacité de dresser. Ils ont dénoyauté. Les médecins du travail, j'en ai parlé précédemment. Les IRP, je viens d'en parler. Puis après, ils s'attaquent aux cotisations sociales. C'est une des choses les plus ignorées de la politique de Macron, mais il l'avait annoncé en 2017 dans son livre, 2016, son livre qui s'appelait Révolution. Vous vous rendez compte que ce gars-là s'est fait élire avec un livre qui s'appelait Révolution. Et dans le livre, il postulait qu'il voulait une société post-salariale. Une société sans statut. Il visait à avoir le statut de la fonction publique et le statut du salariat.
Et la propagande, je garde toujours les tracts, les gens me disent, mais c'est pas vrai. Suppression des cotisations sociales. Alors dit comme ça en une phrase, suppression des cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est 850 milliards. À peu près en gros 500 pour la santé et 350 pour les retraites. 850 milliards. C'est une fois et demie le budget de l'État, qui est autour de 500 milliards aujourd'hui, enfin il a augmenté cette année, mais autour de 500 milliards. Supprimer les cotisations sociales, c'est supprimer les caisses de retraite, c'est supprimer, c'est tout supprimer, avec comme idée que le budget de la protection sociale, qui est un budget séparé, rentrera un jour dans le budget de l'État, et que ça sera le même vote qui décidera du budget dit de la nation et du LFSS, du budget dit de la sécurité sociale. Alors, des gens, pas dans cette salle, mais on est obligé de le redire tout le temps, à mon sens, ne voient pas. Mais un budget séparé de la sécurité sociale, c'est notre trésor le plus important. Enfin, nos grands-mères mettaient de l'argent dans des bas de laine de côté pour les mauvais jours. Mais la sécurité sociale, c'est de l'argent collectivement mis dans un pot commun, redistribué à chacun selon ses besoins, de façon massive, depuis 75 ans. Et c'est pour les mauvais jours, c'est pour les bons jours, c'est pour tout. Le salaire net, c'est pour vivre au moins le mois. Le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie. Et la différence entre les deux est décisive. Si vous ramenez le budget séparé, les cotisations à être un impôt, tout étant dans le même budget, vous n'aurez pas de difficulté à voter pour 2 sous-marins nucléaires et 3 porte-avions nucléaires à la place de 10 hôpitaux ou de la recherche médicale ou des soins qu'on est censé vous donner en fin de vie. Et donc la vérité, c'est que c'est une destruction du budget séparé social, des cotisations sociales salariales qui se produit. Alors on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Macron? Écoutez, c'est simple, il a déjà supprimé les cotisations pour l'assurance chômage. Hein. C'est fiscalisé maintenant. C'est plus géré par les partenaires sociaux, c'est plus une cotisation, c'est déjà enlevé. Dussopt se proposait, pendant que nous étions en train de manifester, de mettre fin à la caisse spécifique des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle est excédentaire, c'est la seule qui reste, c'est au qu'ils ont laissé excédentaire. Ils voulaient la supprimer également. Et donc le budget, pourquoi ils s'acharnent à ne pas donner plus d'argent pour les hôpitaux publics? C'est pour faciliter les hôpitaux privés. C'est pour faciliter le basculement et la suppression des cotisations salariales maladie. Et ensuite, après, logement. Il n'y en a plus de toute façon. Ils s'attaquent au HLM et aux logements sociaux. Bon, alors après, qu'est-ce qui vous reste? La politique familiale, mais ça c'est déjà fait. Hollande l'a fait. Et on a les cotisations allocations familiales ont été retirées des bulletins de paye et c'est rentré déjà dans le budget fiscalisé. Donc en vérité, il détruit tout ce qui était à part sur nos bulletins de paye. Les gens, c'est bien, ne lisent pas assez leurs bulletins de paye. Mais il faut lire son bulletin de paye. Puis quand vous êtes militant, il faut faire lire aux autres, quoi. Regarde les petites lignes, là. C'est ton bonheur. Regarde le bonheur pour la sécu, regarde le bonheur pour ta retraite, regarde le bonheur pour l'accident du travail, pour la maladie professionnelle, pour le logement, pour tes enfants et pour ta maladie. Et le bonheur, il est là. Et ben c'est ce qui draille. Petit à petit, le bulletin de paye s'atrophie au point que je crois que c'est au Conseil des ministres de demain qui vont changer la présentation des bulletins de paye pour la énième fois, pour qu'il y ait un total social et qu'on ne voit plus les petites lignes. Et que ça obscurcisse cette possibilité qu'auraient les gens qui lisent leur bulletin de paye de comprendre ce qu'est leur salaire brut et ce qui est fait pour toute leur vie. Et là, ça fait 5 fois qu'ils ne savaient pas comment masquer ce problème. Un jour, ils ont décidé, il y a 20 ans, on va rajouter le salaire super brut que les patrons payent. Mais après, ils ont changé d'avis. Non, on ne va pas le mettre parce que ça va se voir qu'on paye et quand on l'enlèvera, ça se verra. Donc, ils ont arrêté de le mettre. Et après, ils ont dit, on va enlever les petites lignes, c'est trop compliqué. Et après, ils ont dit, on va faire différemment avec l'impôt. On va faire une ligne plus grosse pour le net. Et puis après, on fait les exonérations. Et les exonérations, ça enlève le brut. Et donc, tout ça, c'est un travail voulu, masqué, volontaire, déterminé, pour mettre bas la sécurité sociale, après avoir évidemment mis bas les élections qui nous permettaient de les gérer. Parce qu'on ne s'est pas interrogé pendant les 6 derniers mois, par exemple, sur la LFSR.
Et moi, chaque fois que je faisais une réunion, je ne l'avais pas encore faite ici, je me permets de vous le dire, en disant à bas la LFSR. Parce que la loi de financement de la sécurité sociale, même rectificative, c'est une tricherie déjà. Regardez l'Assemblée, il y a 10, 15 députés, pour 850 milliards. Avant, c'était géré par les élus, on avait des élections. Moi, j'ai fait mes dernières élections en 1983, présider un bureau de vote pour la sécurité sociale. C'était tous les 5 ans, ça devrait avoir lieu en 88, Rocard les a repoussés. Ça devait avoir lieu en 93, Rocard les avait toujours pas faites. En 94, Balladur a fait comme les autres, il l'a pas fait. Et en 95, Juppé les a enlevés, en disant que ça fait 30 ans d'anomalie, et qu'un budget aussi important, il devait être géré par l'État, il ne devait pas être géré par les salariés eux-mêmes. Cette destruction de la force du salariat, ils la font. Mais en face, le salariat existe. C'est ce qui s'est produit dans les 6 derniers mois, de Ouessant à Remiremont. Les gens, de réunion en réunion, de vidéo en vidéo, de lecture en lecture, de meeting en meeting, de débat télévisé, quand il y a un peu de vérité qui arrive à passer en débat télévisé, tout ce que je viens de dire émerge à conscience massive. Il ne faut pas croire que les gens sont apolitiques, pas cultivés. Hein. Qui aurait cru qu'on aurait 2 800 000 personnes contre un 49.3 ? 49.3, c'est pas si facile que ça à comprendre, à une échelle de dizaines de millions de personnes. C'est même assez tordu pour vous expliquer que c'est un vote qui n'est pas un vote tout en étant un vote. Mais les gens, ils ne sont pas fait avoir. Hein. Quand il faut regarder de près, les gens sont très, très cultivés. Il faut avoir confiance en eux. Moi, j'avais déjà eu cette confiance au moment du traité constitutionnel européen. Parce que je voyais, pendant que je faisais les meetings, il y a les gens, ils venaient avec le traité de Maastricht, machin, appelé le TCE, qu'ils avaient sur la table, on voyait les ronds des bols de café au lait dessus, parce qu'ils les avaient tachés en les lisant. Et en vérité, des tas de gens à l'époque avaient compris ce qu'était le TCE, ce qui a expliqué largement le vote. C'est la même situation que j'essaie de vous décrire. Nous ne sommes pas dans une situation d'arrêt, de défaite, de pessimisme. Nous sommes dans une situation de continuum où l'affrontement entre salariat et les capitalistes, qui n'en veulent plus, comme je l'ai expliqué, se produit. Mais où la partie est loin d'être jouée. Et moi, j'ai une foi de charbonnier. Le salariat gagnera. Alors, on dirait, bah oui, mais quand même, ils ont ubérisé des gens. Peut-être avez-vous fait attention à cette scène qui est sur Internet, où il y a un débat entre François Ruffin et Olivier Dussopt. François Ruffin, Dussopt dit « Ah, il y a moins de chômeurs ». Alors, la vraie réponse, hein, c'est pas qu'il y a moins de chômeurs, c'est qu'il y a en fait moins d'emplois salariés et plus d'emplois qui ne le sont pas. Et Ruffin sort et dit « Mais nous avons 2 400 000 auto-entrepreneurs en France. Nous sommes recordman avec la Hongrie et l'Estonie en nouveau travail indépendant, c'est-à-dire ils recréent des indépendants. » La politique de Macron, c'est d'expulser les salariés du salariat, puis les expulser du chômage, pour les forcer, comme on dit, à se mettre à leur propre compte. Et ils sont ubérisés, c'est-à-dire que là, ils n'ont plus rien. Il n'y a pas de délégué, il n'y a pas de bulletin de paye, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas de médecin du travail, ils sont tous à leur compte. Hein, comme me dit le VTC, un jeune que je ne prends jamais, mais une fois on m'avait mis dedans, il me dit, j'ai 25 ans, ouais. Vous travaillez depuis quand? Il était 23 heures. Depuis 4 heures du matin. Bon. Mais alors pourquoi vous travaillez 4 heures, 23? Il me dit, quand je suis fatigué, ma mère m'a cousu deux couvertures pour que je puisse dormir dedans. Ah bon? Mais alors pourquoi vous faites des journées si longues? Ah ben je suis obligé. De toute façon, j'ai eu un accident avec ma bagnole il y a 3 semaines. Ah ben, je ne peux pas rouler avec une voiture cabossée, donc ça m'a coûté 1 600 €. Ben, je dis, vous avez demandé à Uber? Ah ben oui, j'aurais demandé, mais ils m'ont dit que c'était ma bagnole, j'avais qu'à me débrouiller. Donc je paye les 1 600 €. Puis il me dit en plus, je paye plus parce que j'ai 25 ans, je ne suis pas assez représentatif, je n'ai pas pu avoir le leasing. Par conséquent, c'est quelqu'un qui l'a pris pour moi et donc je le paye combien? 100 € par jour. Alors, attendez, je commence à faire les comptes là. Vous avez les frais de la bagnole, vous avez les frais de la réparation de la bagnole, vous avez les frais de l'essence, vous avez les 100 balles à payer, et vous-même, qu'est-ce qu'il vous reste? Alors lui, il dit, ce mois-là, ça va être très dur parce que, enfin, je veux bien arriver, je compte me faire 1200 €. Je lui dis, mais à combien? Ben, il me dit,
60 heures par semaine, 65 heures. Voilà, ça, c'est l'élimination du salariat, c'est ça. Moi, j'ai quand même trouvé des auto-entrepreneurs qui faisaient des sandwichs dans un restaurant à Subway. Le patron était honteux, mais quand il m'a dit, je les ai pris comme entrepreneur, j'ai dit, quelle est la spécificité? Ils font les sandwichs. J'ai trouvé des tailleurs de pierre sous le pont Marie, à Paris, qui étaient auto-entrepreneurs. Maintenant, il y a des quantités d'informaticiens qui sont auto-entrepreneurs. J'ai croisé en me promenant dans la presse quotidienne régionale, c'est plus des pigistes, c'est des auto-entrepreneurs. Le pigiste, il pouvait déboucher sur un statut de salariat. Si vous êtes pigiste longtemps, vous êtes reconnu, il y a des cotisations, etc. Auto-entrepreneur, non. Vous travaillez pour le journal comme auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'il y en a 2 400 000 qui n'arrivent pas à vivre. Parce que la pauvreté s'est développée chez les indépendants. Dans le temps, on disait qu'ils y arrivaient mieux que les autres. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, chez les 10% d'indépendants, le taux de pauvreté est de 16,6%. Chez les 30 millions de salariés et 90% de salariés, le taux de pauvreté est de 5,3%. C'est-à-dire, vous virez du salariat, c'est vous plonger dans la misère. On le comprend tous ici. Mais les gens le vivent curieusement, parce que vous avez des jeunes qui disent « Oh, moi, de toute façon, je ne veux pas de patron. » C'est m'arrivé à la sortie de la Bourse du Travail récemment. Le jeune, il me dit « Ah, monsieur Fulot, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, je ne veux pas de patron. » Je dis « Qu'est-ce que vous êtes ?» Il me dit « Je suis auto-entrepreneur. » Je dis « Vous êtes du Macron de rêve. C'est ce qu'il veut. » Et donc, derrière l'idée, vous allez être libre. Vous n'aurez plus de code du travail. Vous n'aurez plus de statut. Vous êtes libre. Vous allez bosser quand vous voulez. C'est la liberté de bosser sans durée maximale du travail, ni quotidienne, ni hebdomadaire. Et vous passez comme ça à 60 heures au lieu de 48 heures. Et vous passez à 12 heures par jour au lieu de 8 heures. Vous êtes revenu au 19e siècle. C'était les manouvriers, les tâcherons, les besogneux. C'était les expressions qui étaient utilisées. Les journaliers. Et c'était avant le salariat, ça. C'est une idée... Jean-Pierre, je sens que tu la devines, que je vais l'expliquer. C'est une idée qu'on comprend quand on comprend ce processus historique et qu'on comprend les conséquences sur le travail. Moi, je vous invite toujours, j'ai déjà dû vous le dire ici, mais à voir un film, si vous l'avez raté la dernière fois, ça va vous revenir. C'est un film qui s'appelle Quémada. Non, je vois que ça ne marche pas. C'est un film de Gilles Pontécorvo. Gilles Pontécorvo. C'est sur la lutte des esclaves à Haïti. C'est une imitation, c'est un grand film hollywoodien. Les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, mais à la fin, les esclaves sont plus nombreux, donc ils vont gagner. Donc il y a une assemblée d'urgence des propriétaires terriens. Et l'agent anglais, c'est un grand acteur, Marlon Brando. Et Marlon Brando réunit et leur dit « Mais arrêtez avec l'esclavage, arrêtez, ça coûte cher, réfléchissez. Les esclaves, vous êtes obligés de les loger. Vous laissez leurs enfants. Même quand ils sont malades, vous leur donnez à manger, sinon ils meurent. Vous les logez même quand ils sont vieux. Débarrassez-vous de tout ça. Faites-en des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. » C'est ce qu'ils ont fait. Parce que quand ils ont viré les esclaves, ils se sont retrouvés dans les forêts, dans les champs, sans rien. Puis ils sont allés en chercher d'autres en Inde ou ailleurs. C'est ce qui est arrivé en Martinique, quoi. Et les gens sont passés du statut de salariat au statut de journalier. Il a fallu 150 ans, 180 ans pour remonter au statut qu'ils attaquent à nouveau aujourd'hui pour nous faire revenir dans cette étape intermédiaire qui était celle de l'après-esclavage, mais sans droit. Voilà. Alors maintenant, tout le reste de ce que vous venez de parler va de source. Parce que la durée du travail, il y a une durée maximale en Europe, c'est 48 heures. Mais elle est enfoncée partout. Parce que si vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de sanction, vous n'avez plus de droit pénal du travail, que le code du travail a été cassé, qu'est-ce qu'elle devient la durée maximale du travail? Elle est indicative. En France, aujourd'hui, vous avez 6 millions de salariés qui travaillent 60 heures. Et vous avez 6 millions qui travaillent 0 heure. Parce que le chômage n'a pas reculé. N'allez pas croire ce que dit Macron sur le chômage. Il a seulement changé le mode de calcul.
Avant, c'était le Pôle emploi, la DARES, et l'INSEE qui reprenait ça. Donc vous aviez 6 600 000 chômeurs en 5 catégories, A, B, C, D, E. On partait des chômeurs à temps plein jusqu'à ceux qui l'étaient. Et il a pris les critères, ça peut se discuter, hein, c'est même pas ça, du Bureau international du travail, lequel déclare que si vous avez travaillé 1 heure, vous n'êtes plus chômeur. Alors évidemment, ce n'est pas le mode de calcul. Donc la baisse de chômage a bossé, ce n'est pas le nombre de chômeurs qui a baissé, c'est la façon de les compter. Et donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez toujours, vous regardez, statistiques INSEE, Pôle emploi, si vous regardez le bon tableau, hors Mayotte, ils mettent toujours hors Mayotte, eh ben, vous avez 6 200 000 chômeurs, A, B, C, D, E. Si vous les regardez, ils vont vous dire qu'on est en dessous de 2 300 000, 2 400 000, et que le chômage n'est qu'à 7%, alors que le chiffre précédent, il est de 11,5%. C'est simplement une baisse statistique, avec des conséquences. Parce que dans la loi anti-chômage, anti-indemnité chômage qu'il a faite, Mme Borne avait faite, il a mis des seuils. Et par exemple, quand vous êtes à un nombre de moins de 9% de chômeurs, la durée d'indemnisation diminue de 25%. Alors, c'est ce qu'il dit, on est à 7, je diminue la durée d'indemnisation. Les mécanismes tous les mécanismes qu'il a mis en route sont les plus réactionnaires qu'on puisse trouver. Les gens n'ont pas la vision globale de ça, mais ils le sentent. C'est ça qui les a poussés à manifester par millions. C'est ça qui fait que ça va continuer, parce que cet affrontement n'aura pas de cesse. Alors on va me dire, mais est-ce qu'il a réussi vraiment? Est-ce que Ruffin a raison quand il dit 2,4 millions? Il dit oui, c'est pas les emplois que vous calculez comme n'étant plus des chômeurs, ne sont plus des emplois de salariés avec des droits de salariés. Et à l'Assemblée nationale, Dussopt, il faut regarder cette scène, c'est extraordinaire. Et il répond à Ruffin, et il dit, mais tout à fait, nous sommes en désaccord. Pour vous, c'est la présomption de salariat qui s'impose. Pour nous, c'est la présomption d'indépendance. Pas jusqu'au bout du raisonnement théorique quand il répond. Le choix, c'est l'ubérisation. D'ailleurs, en Europe, c'est la France qui est le dernier bastion de l'ubérisation. Parce qu'Uber a perdu à Francfort, il a perdu à Madrid, il a perdu à Milan, il a perdu à Londres, il a même perdu en Californie après avoir failli regagner. Vous connaissez l'histoire, il avait perdu juridiquement, il n'avait plus le droit, c'était reconnu des salariés, non pas des ubérisés. Et il a fait un référendum au moment où il y a eu l'élection Trump-Biden il y a 2 ans. Il a fait un référendum, il a dépensé 200 millions de dollars en Californie pour dire on va faire une 3e voie. En fait, ce seront des travailleurs plus souples, plus libres. Bon, en fait, il ubérisait en le masquant. Il a gagné le référendum, 58% des voix. Puis il y a un juge californien, c'est le droit aux États-Unis qui est aussi bizarre que ça, qui a dit non, ce référendum est illégal parce que ça se heurte au droit fédéral, et le droit fédéral l'emporte, je casse l'effet du référendum. Donc Uber a perdu de cette façon-là en Californie. Mais pas en France. En France, si, il y a une condamnation en mars 2022 contre Deliveroo, contre les livreurs à vélo, qui dit, en fait, ce sont des salariés. Donc Deliveroo est condamné à, c'était combien, 650 000 euros, je crois, là, et 10 mois de prison avec sursis pour le patron. Mais ils sont en appel. C'était le premier jugement. Et Borne, Dussopt et Macron s'interdisent de trouver la moindre confirmation des jurisprudences actuelles qui existent en France. Ce qui fait qu'en France, l'ubérisation continue de se développer, contrairement aux autres pays où elle a été stoppée juridiquement. Et pourtant, par exemple, ça va me faire enchaîner avec des choses, le Parlement européen, on dit souvent pique-pendre, n'est-ce pas? Ou de l'Europe, que souvent les gens caricaturent à juste titre, parce que c'est une Europe capitaliste, n'est-ce pas? Et que le Parlement européen a voté en septembre 2021, c'est 2021, un avis largement majoritaire pour dire que quand on rencontre des gens ubérisés, VTC, ils sont présumés salariés. Donc on attend la directive. Mais qui bloque la directive? Macron. Il faut bien une règle de l'unanimité quelque part. Hein. Et donc vous avez un vote majoritaire en Europe contre Uber et vous avez un blocage français.
Moi, Macronxite. Macronxite. C'est d'abord ça qui est la question essentielle. Et parce qu'on gagnera les autres procès, mais on va y mettre du temps. Le temps qu'à la fois toutes les forces sociales, etc. C'est comme enfin sur les retraites. Parce que sur les retraites, là, ils révèlent que le corps... Alors, ils trouvent qu'il va encore y avoir des dettes en 2030. Tous les gens se sont dit, mais c'est un truc de fou, quoi. On discute pendant 6 mois, on nous dit qu'il y a un trou entre 2023 et 2030, mais que justement, il faut le combler. On nous fait voter à marche forcée 64 ans pour le combler. Et quand les 64 ans sont votés, on nous dit oh, il va quand même y avoir un trou en 2030. Les gens s'arrachent les cheveux. Qui se moque de quoi, quoi? Alors, on l'a peut-être pas assez dit pendant la question de la bataille des retraites. Mais moi, je trouve que la riposte se tient en une phrase. Il faut ajuster la cotisation en retraite pour garantir la prestation. Il ne faut pas aller chercher l'argent ailleurs. On veut 60 ans, on divise pour que la cotisation sociale soit ajustée pour qu'on ait les 60 ans. Il n'y a plus de problème de budget. Jamais. Parce que si vous avez un problème en 2040, vous pouvez l'ajuster en 2039. Vous n'avez plus de problème en 2041, vous faites avec vos cotisations, vous suivez les besoins pour garantir votre retraite à 60 ans. C'est une décision politique, c'est 60 ans, c'est calculé sur les 10 meilleures années, c'est ajusté sur les prix et sur les salaires, et une fois que vous avez décidé ça, vos cotisations suivent ça. Le Pen a une interprétation très particulière de ça. Ça veut dire qu'il faut baisser le salaire net. Non, 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 non. Il faut augmenter le salaire brut. Parce que quand vous augmentez le salaire brut, vous avez le net et vous avez le brut. Et la cotisation, elle est là, dedans. Mais alors, qui va payer? Mais c'est le patron qui paye. C'est bien pour ça qu'ils ne veulent plus que ça soit des cotisations. Le salaire brut, c'est le patron qui paye. Le salaire super brut aussi, sa propre part qui est rajoutée en dessus. Et donc, c'est tout entier. Même parfois, dans les débats sur la retraite, ils disaient, moi, quand je faisais des meetings, je ne disais pas ça. Et ils disaient, on va aller chercher 2 milliards, je t'ai taxé sur les riches. Moi, je ne suis pas taxer les riches, je suis pour leur prendre plus de 2 milliards, mais je suis pour les mettre dans les caisses de l'État. Pour nos caisses retraites séparées, je suis pour ajuster la cotisation. Je ne suis pas pour les faire dépendre de la fiscalité ou d'une taxe. C'est la retraite n'est ni une épargne, ni un impôt. Ni une épargne, ni un impôt. Elle n'est même pas un vrai salaire différé. Parfois, l'expression est utilisée. Parce qu'en fait, c'est un salaire en temps réel, direct, de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent plus. Par exemple, moi qui parle aujourd'hui, dans cette salle, une partie d'entre vous travaille, je vous aime. Et mois après mois, sur votre feuille de paye que vous cotisez pour moi et pour tous les retraités. Et donc, ce système-là est beaucoup plus juste. C'est la défense du salariat contre l'ubérisation. C'est la défense des cotisations sociales contre Macron. C'est la défense de nos droits au travail pour ne pas se faire spolier, pour que le repos quotidien soit respecté. Alors, demain, ils vont parler aussi de la semaine de 4 jours. Alors là, il y a des semaines de 4 jours dont il va falloir se méfier. Hein. Parce que ça, si vous faites 12 heures par jour en 4 jours, vous faites les 48 heures. Hein, si je veux bien, moi je suis pour la semaine de 4 jours, pas de problème. Mais c'est 4 x 8, 32. Et c'est contrôlé. Et tout heure au-dessus, voilà, quand nous aurons le pouvoir, les heures supplémentaires seront majorées, de façon à dissuader l'employeur d'y faire appel. Et vous aurez 32 heures et 60 ans, alors là, vous rêvez. Et des gens, ils me disent, mais le programme de la NUPES, que je suis en train d'aborder, est lié au travail. Mais ce programme, pour ceux qui l'ont lu, les 650 mesures qu'il y a dedans, mais c'est révolutionnaire, hein. Moi, je trouve que passer à 32 ans en France, 32 heures par semaine, en France, c'est révolutionnaire aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Revenir à 60 ans, c'est révolutionnaire. Parce que c'est mettre la roue de l'histoire à l'envers et c'est redonner au salariat les forces qu'il n'aurait jamais dû perdre et qui, quand il les aura, lui donnera encore plus de pouvoir. Le salariat peut diriger ce pays et non pas la classe parasite aujourd'hui, comme c'est le cas. Et donc, 32 heures, 60 ans, SMIC à 1 600 € net, 2000 brut. N'oublions jamais le net et le brut quand on parle d'un salaire.
Et puis ensuite, bah, vous dites pas plus de 5% de non-CDI par entreprise, c'est dans le programme de la NUPES. Vous dites pas de salaire, j'ai bien ça, c'est pas de salaire maximal supérieur à 20 SMIC. Alors souvent on me dit mais c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Commençons par 20 SMIC. Ce que j'ai entendu une fois dans un débat, notre camarade Olivier Faure, qui a dit pas plus de 12 fois le SMIC. J'ai dit, oh, disons, le parti socialiste évolue vachement vite. Hein. Il y en a d'autres qui disent pas plus de 10. Probablement. Moi, je suis pour cette orientation-là. Mais si vous dites pas plus de 20 déjà, vous taclez les 1 ou 2% qui se goinfrent en dividendes, les 600 milliards d'euros qui manquent à la France, les 100 milliards qu'il y a au Luxembourg, le scandale LuxLeaks, vous taclez tout ce qui aujourd'hui permettrait, en étant redistribué, à la fois d'augmenter les autres salaires, à la fois d'assurer les cotisations sociales, parce que l'augmentation des salaires assure les cotisations sociales assurent nos hôpitaux et nos retraites, et on retourne dans une période où c'est le salariat qui gagne, et non plus le salariat qui est attaqué, comme dans toutes ces dernières périodes. Mais ça a des conséquences sur la santé au travail. Parce que la France, elle est redevenue championne d'Europe des accidents du travail, dans les 2 dernières années. Championne d'Europe. Et aussi derrière, je crois que c'est la Bulgarie et la Roumanie, quelque chose comme ça. Et un patron sur 2, tellement il y a du laxisme maintenant, tellement ils ont plus peur, tellement il y a les inspecteurs non plus, et le rapport de force syndicale les plus... un patron sur 2, non, un accident du travail sur 2 n'est pas déclaré. Ouais, vous vous rendez compte? Déjà qu'en matière d'accident du travail, vous en avez par année 650 000. Si 1 sur 2 n'est pas déclaré, c'est la Cour des comptes du 7 décembre dernier qui dit ça. C'est-à-dire que vous pouvez compter qu'il y en a le double. Et en France, on est auprès de 700 morts au travail par an, 4500 handicapés du travail, et on doit être autour de 700 suicides liés au travail par an. Puis ensuite, vous avez les maladies professionnelles. Elles sont très peu réparées. C'est un des pays en Europe où il y a le moins de contrôle d'études sur les maladies professionnelles. C'est stupéfiant de ce point de vue. Les maladies professionnelles, parce que les gens, on leur a dit, oh, c'est plus du... Quand je parle souvent dans des endroits où on me dit, oh, vous faites du Zola. Mais, et moi, c'est plus les coups de poussier, ni les coups de grisou qui tuent au travail. C'est les AVC. C'est les accidents cardiaques, vasculaires. 1 sur 2 est lié au travail. Vous avez 350 000 AVC par an. 1 sur 2 est lié au travail. Et donc, les maladies professionnelles aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques, c'est 85% des maladies professionnelles. Après, la surdité vient juste derrière, c'est la 2e maladie professionnelle en importance. Elles ne sont pas spectaculaires comme les mines qui explosent, mais elles sont profondes, générales. Alors on me dit, oh, mais l'espérance de vie allonge quand même. On a entendu ça pendant tout le truc sur les retraites. Ce n'est même plus vrai. Les alternatives économiques d'il y a 2 mois, qui fait le point là-dessus, l'espérance de vie stagne. Et l'espérance de vie en bonne santé, qui est autour de 63, 64 ans, a plutôt tendance à reculer. Ce qui est normal. Parce que plus vous travaillez tard, plus vous mourrez tôt. Rester au travail, le travail tue. Ah, mais non, que dit Macron? Non, non, je n'aime pas la notion de pénibilité accrochée à celle de travail. Mais là, tout travail est pénible mentalement ou physiquement. C'est pour ça que c'était immonde de vouloir faire rester les instituteurs jusqu'à 64 ans. Vous voyez, le gars, dans sa 63e année, avec ses bambins, lui, il a les cheveux gris, il est épuisé. Ça fait 42 ans qu'il fait ça, et il fait sa 43e année. Vous voyez l'infirmière qui met ses lunettes pour chercher votre veine dans votre bras à 62 ans. Vous voyez le chauffeur routier. Vous voyez, je ne vais pas énumérer tous les métiers, mais évidemment que le résultat, c'est quoi? C'est que les gens d'abord s'arrêteront avant, c'est qu'il y aura des inaptitudes, c'est qu'il y aura des maladies supplémentaires, c'est que ça passera de la caisse de retraite à la caisse de chômage, c'est que ça ne changera rien du point de vue de la comptabilité profonde, sauf nuire à la vie des gens. Parce que j'ai l'habitude de dire que les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans.
Et donc, en vérité, pour les métiers pénibles, physiquement, c'est dans le bâtiment, c'est 55 ans la retraite, c'est pas 64. J'ai déjà vu un gars avec sa brouette qui est dans un chantier de démolition, qui prend son élan pour monter sur le pont pour vider sa brouette. C'est des choses absolument épouvantables. Et puis, je vais prendre un exemple. Le travail tue, mais la chaleur tue. Pour tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les canicules, les hausses de température, le réchauffement climatique, mais dans les dernières années, pour ceux qui regardent de près, en plus, les statistiques ne sont pas fiables. Mais en gros, c'est 10, 12, 13, 14 morts par an au travail directement par la chaleur. Directement, c'est-à-dire même pas d'autre explication. Il n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri, etc. Il n'y a pas de régulation sur la température. Quand ils ont recodifié le code du travail, ils ont enlevé les chiffres. Les intempéries ne sont plus codifiées. Alors l'explication, c'était les gens les ressentent différemment, donc il ne faut pas mettre de chiffres. Moi, je préfère un chiffre. À moins 14 degrés, vous vous arrêtez. À plus 35 degrés, vous vous arrêtez. C'est déjà une amplitude considérable. Hein. J'ai lu l'autre jour, vous avez peut-être vu ce reportage sur Arte, sinon je vous le regarde, c'est trop de chaleur tue au travail. C'est le titre complet, Arte. Ça fait un petit 52 minutes. Ils vont même explorer au Qatar. Et le Qatar dit, je ne les crois pas, mais dans le reportage, ils disent, à nous, entre juin à septembre, on ne travaille plus entre 10h de l'après-midi et 15h30 dans le bâtiment. Je ne les crois pas. Mais au moins, ils prétendent avoir une loi. En France, on ne peut même pas prétendre avoir cette loi. Ensuite, après, ils disent, au-dessus de 32 degrés,1, le travail est arrêté. Je ne les crois pas non plus. Mais je voudrais bien qu'on ait quand même cette loi. Parce qu'en Allemagne, au-dessus de 35 degrés, c'est arrêté. Et il y a des aménagements de 28 à 35 degrés. Et à 28, vous avez telle obligation d'aération, vous avez telle obligation de coupure de travail, vous avez telle obligation d'alimentation en eau. Des tas de choses sont possibles entre 28 et 35 degrés, quitte à s'arrêter à 35 degrés. Mais on n'a pas de législation en France. Du SOP, la seule chose qu'il ait fait, les gens ne me croient pas quand je le dis, c'est il y a 2 mois, il a supprimé l'eau chaude dans les lieux de travail. Il a abrogé le décret en disant que c'est pour la sobriété énergétique. Vous n'avez plus d'eau chaude, il n'y a plus d'obligation pour le patron de vous servir de l'eau chaude. C'est-à-dire que les mesures qu'ils prennent sont toutes anti-salariales. Et nous, on doit défendre le salariat. Et le droit du travail qui va avec. Et les conventions collectives qui vont avec. Parce que dans les retraites, à chaque fois, je disais aux amis et camarades qui parlaient sur les régimes spéciaux, je disais, commencez par nier qu'il existe des régimes spéciaux. Ça n'existe pas. C'est comme les charges sociales. Ça n'existe pas. Ce sont des conventions collectives négociées et signées pour compenser des nuisances et souffrances au travail. Ce sont des conventions collectives. Alors les gens, bah oui, une convention collective, dans une branche donnée, vous négociez, vous obtenez un avantage qui ne va pas forcément être le même dans l'autre branche, mais vous nivelez pas par le bas, vous essayez de faire progresser. Et le principe de faveur qui existait, avant que M. Fillon, le 4 mai 2004, ne commence à le mettre à bas, mais le principe de faveur, c'est qu'entre une convention et le Code du travail, c'est ce qui était le plus favorable aux salariés qui l'emportait. Tout ça, c'est détruit, toutes ces choses-là. Donc, il faut faire revenir la convention collective. Il faut renégocier les avantages, cas par cas, métier par métier. Parce que la pénibilité, ça ne se juge pas individuellement. Vous pouvez être éboueur, et puis avoir un éboueur en bonne santé, puis l'autre, il a le coude abîmé, et le deuxième commence à l'avoir. Alors vous lui dites, tu vas partir plus tôt en retraite, le gars. Tu auras 6 mois de mieux que l'autre. Mais vous êtes sur un même poste de travail. Vous avez un gars, il a un peu mal au coude, mal au deuxième coude. Vous dites, tu pars 6 mois plus tôt. Et qu'est-ce que dit l'autre? J'ai mal au coude. Vous créez dans le même boulot, sur le même poste, des inégalités concurrentielles entre le salarié parce que vous mettez à juger la pénibilité en individuel au lieu de la juger en collective. La pénibilité, ça se règle par des conventions collectives, pas par des décisions de médecins individuels, d'autant plus qu'il n'y a pas les médecins pour la faire. Et donc, en vérité, il faut nier l'idée de pénibilité individuelle. Bon, sinon, on vous trie comme des bestiaux. Ah, mais toi, ça va, ton coude marche encore. Tu continues à bosser.
cette vision-là, elle vise à diviser le salarié, à les ubériser à l'intérieur du salariat, si vous voyez ce que je veux dire. À les mettre en concurrence les uns par rapport à les autres, au lieu de les protéger. Bon, les conventions collectives doivent être défendues. Ah, je n'ai pas fait tout le tour, parce que hygiène, sécurité, conditions de travail, les comités. Vous savez, moi, je vais vendre mon livre, permettez-moi de faire de la pub, c'est pas TF1 qui va la faire. Mais Samarium, c'est deux policiers qui sont... ou c'est l'inspecteur du travail qui mène l'enquête. Mais dans le tome 2, c'est la Samaritaine. Dans le tome 2, ça commence par un long CHSCT. C'est-à-dire qu'il dure une journée entière. J'ai vécu comme tel, dans lequel vous examiniez tout. Le nombre d'accidents du travail qu'il y a eu, même un coup de terre. Le gars qui a dérapé ou la fille qui a dérapé sur l'escalier. Le paquet qui est tombé sur la tête et qui a touché une vertèbre. Vous étudiez tout. Puis après, vous étudiez tous les aspects des métiers, tous les sièges sur lesquels on s'assied. Vous savez que la loi des sièges, elle remonte à 1898, il faut remonter à Zola pour comprendre la loi des sièges. Et il y a une seule chose qui est marquée dans le Code du travail, c'est vous avez droit à un siège convenable. Alors moi, j'ai vu des patrons qui faisaient s'asseoir sur les barriques en disant c'est un siège convenable. Ce qui compte, c'est qu'il y a un siège, il s'assied. Bon. Vous avez des discussions dans le CHSCT, vous pouvez aborder tout. Vous pouviez aborder tout. Vous pouviez aborder la couleur des murs. Moi, j'ai vu une entreprise, c'était Nestlé, le siège social de Nestlé, quand ils l'avaient mis à côté de Beaubourg, c'était dans mon secteur, ils avaient fait une couleur par étage. Il y avait un étage rouge vif, du sol au plafond. Les gens, ils devenaient fous dedans. Et moi, je les ai embêtés à l'époque parce qu'il y avait le CHSCT, ils ne l'avaient pas consulté. C'était une infraction, une entrave au CHSCT. Je dis, vous allez revoir, vous allez le consulter. Si vous consultiez le CHSCT, jamais il y aurait eu le plafond, le toit, les murs peints avec un rouge vermillon, carmin, agressif, que vous aviez sous les yeux toute la semaine. CHSCT, c'était la consultation sur les conditions de travail. Santé, hygiène, sécurité, conditions de travail. Ils ont supprimé ça. Ils ont supprimé ça. Il faut le rétablir. Moi, je sais, on arrive au ministère du Travail, on gagne demain. Je sais comment on vous fait du droit du travail et qu'on vous fait des retraites dans des conditions correctes. Je vais changer un peu, parce que si on cause pas politique, c'est pas suffisant que j'ai traité de tous ces sujets. Pour ça, il n'y a pas d'autre façon que d'unifier le salariat. Je l'ai dit en une phrase, là. Unifier le salariat. Pour les plus anciens qui aiment bien Marx et Engels, il disait que le travail de la bourgeoisie, c'était d'assurer la division de la classe ouvrière, il parlait comme ça à l'époque, et que c'était cette division qui était la condition à surmonter pour pouvoir, et avec celle-ci, renverser la domination et l'exploitation capitaliste. En dehors de la question d'unité et de division, il n'y a rien. D'ailleurs, on peut le voir. Il n'y aura pas de victoire sans unité de la gauche. Il n'y aura pas de victoire sans accord aujourd'hui, au minimum, entre EELV, le Parti socialiste, le Parti communiste, et puis les filles. Et puis après, attendez, la gauche démocratique et sociale aussi, et puis ensemble aussi, et puis etc. C'est en fait toutes les variantes de la gauche doivent se retrouver dans un cadre unitaire. Voilà. Et on a une grande chance, c'est qu'on n'est plus comme il y a 30 ans à chercher un front de classe, à chercher une alliance de classe. La classe, on l'a. C'est le salariat. C'est elle qu'il faut unifier. Il n'y a pas besoin. Alors, ils ont inventé maintenant les classes moyennes, c'est ce que dit Attal. La classe moyenne. Mais ils sont capables de décrire la classe moyenne. Elle est où? C'est comme la chasse au Dahu, vous ne la trouvez jamais. Elle est où? Elle commence à où? 50% du salariat, 15 millions en dessous de 1800 euros. Et 15 millions d'autres entre 1800 euros et 3002, 3003. Il n'y a pas de classe moyenne. Il y a un bas, un milieu, un haut du salariat. Mais il n'y a pas de classe moyenne. Et en plus, ils sont marrants, de temps en temps, ils disent les classes moyennes. Alors je les coince, je dis, il y en a combien, dit? Pourquoi tu as mis un S? Pourquoi tu as mis un S? Explique-moi de quoi il s'agit. Je sais bien qu'il y a différenciation sur le salariat, mais c'est une même classe. Et ça, c'est vachement important, parce que la NUPES, dans ces 4 partis, les 5 ou 6 autour, ces 4... Alors, moi, ça me fait plaisir de parler ici à Cap à gauche, parce que un club, une association qui est unie, je vous en prie, prenez le temps, restez unis quoi qu'il arrive. Cette unité-là, c'est la prunelle de vos yeux. Cette unité-là, c'est la clé pour tout.
C'est la clé pour les européennes l'année prochaine. C'est la clé pour les municipales qui viendront après. C'est la clé pour la prochaine élection. Si on n'a pas fait tomber avant Macron par un mai 68 irruptif dans la deuxième mi-temps, on le fera aux élections. Alors, mais, ouais, mais non, c'est le Rassemblement national qui gagne. Je ne le crois pas. D'ailleurs, réfléchissons. Il y a un exemple avant, 2003, les retraites. On a déjà subi un échec. Ils n'ont pas cédé à l'époque 173 jours de grève. Les enseignants ont payé très cher. Ils n'ont jamais recommencé une grève aussi longue d'ailleurs depuis. 2003, c'était l'époque où Chirac va signer dans le bureau de Raffarin la nuit. Ça arrête le mouvement, ça va le diviser. Et il ne va pas aller jusqu'au bout ensemble. 2003. Et à ce moment-là, Le Pen ayant eu au deuxième tour en 2002, tous les commentateurs, relisez-les, disent « Ah, c'est le RN, c'est le FN qui va l'emporter. » Parce que finalement, l'échec sur les retraites, ça nourrit le FN. Qu'est-ce qui est arrivé en 2004? Les régionales, mars 2004. 20 régions sur 22 à gauche. Moi, j'avais des dirigeants socialistes qui disaient « On est des cadors, on a gagné. » Ils y étaient pour rien. Les gens se vengeaient et trouvaient la solution. Et la solution, elle est forcément à gauche. Alors on m'a dit « Mais non, les médias disent que le RN en tire avantage. » C'est faux, parce que quand on a manifesté ensemble, pendant 6 mois, avec l'organisation syndicale, avec toute la gauche, comme vient de se produire, il faut être matérialiste. C'est cette force-là qui l'emporte. Elle l'emportera sur les propagandes des médias qui disent c'est le RN. La force qui s'est manifestée, celle du salariat de Ouessant à Groix et Romorantin, celle-là, c'est celle qui va peser pour le contenu des élections prochaines. Celle-là, c'est la force qui l'emporte. Elle n'a pas besoin de se voir, elle n'a pas besoin de s'annoncer, elle est là. Or, faut-il que les partis qui vont l'incarner soient à la hauteur. Évidemment, si vous avez 4 listes ou 5 listes l'année prochaine aux européennes, vous aurez un problème. Alors on me dit, toutes les bonnes âmes arrivent, toute la droite est pour qu'on n'y ait pas de liste commune, ils sont très attentifs. Vous aurez plus d'élus si vous avez des listes séparées. Oui, non. Parce que les sondages sont aujourd'hui incapables de mesurer l'effet désastreux qu'aura une division. Parce qu'il y aura une abstention beaucoup plus grande, et il y aura 1, 2, 3 listes qui se feront éliminer, et qui donneront des sièges à la droite et non pas à la gauche. Et les sondages actuels sont incapables de mesurer l'élan qu'il y aurait s'il y a une liste unitaire. Bon, en plus, la proposition qui est sur la table, qui se discute, tous les dirigeants des groupes parisiens le savent, c'est de proposer une tête de liste verte, de faire qu'il y ait une répartition des sièges en tenant compte des élections de 2022 et de 2019. Et que le partage des sièges, en fait, donnera plus de voix, si on veut être boutiquier, moi j'aime pas ça, mais donnera plus d'élus à chaque parti que séparément. Et que s'il y a une liste unitaire, ça approchera à 34, 35, 36, 37%. Surtout, elle sera en tête. Et ils pourront plus nous dire c'est le RN qui tire parti de mouvement sur les retraites. La première liste sera de gauche. Et quand la première liste sera de gauche en France à nouveau, alors l'espoir de gagner l'emportera. Puis après tout, il faut le dire aux partis de la NUPES. Si vous n'êtes pas capable de faire une liste ensemble, vous allez gouverner ensemble après? Il faut s'apprendre à gouverner ensemble. Donc il faut faire une liste commune. Oh oui, mais vous avez trop de divergences. Alors là, vous avez tous les braves âmes qui arrivent, qui disent « Mais non, sur l'Europe, il y a tellement de divergences, c'est le pire. » Enfin, quoi. Les députés européens actuels de la NUPES, ils votent à 90% pareil au Parlement européen. Les divergences, quelle importance concrète? Ouais, mais toi, tu veux sortir? Non. Ouais, mais toi, tu sortiras? Non. Oui, mais toi, tu veux rompre avec les traités? Il faudrait trouver des gens en situation, hein, parce que pour l'instant, c'est pas le cas de rompre. Est-ce que, oui ou non, on peut faire des choses communes? Ben oui. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Parlement européen, qui vote contre l'ubérisation en septembre 21, mais c'est un travail de la NUPES. Vous allez chercher un accord entre les Lachabi, le parti pour la LFI, avec le Parti communiste et avec le Parti socialiste, pour faire le projet de texte qui va devenir un avis du PE, qui viendra une directive si on réussit à vaincre Macron.
Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de désaccord fondamental sur l'Europe. Tout le monde est contre ce qu'elle a de macronien. Et tout le monde voudrait qu'elle soit sociale. Pour y venir, après, vous allez décider ça dans le vote de l'année prochaine? Non, vous déciderez ça peut-être, si nous parvenons à arriver au pouvoir et qu'on prend des initiatives qui, effectivement, secouent le cocotier. Mais moi, j'ai une réponse à tout ça. C'est que si on transforme la France, on transformera l'Europe. Oh, tu peux pas, il y a l'unanimité. Mais les peuples changeront, même les Hongrois se réveilleront. Il y aura une nouvelle gauche en Italie. Si on prenait le pouvoir en France, on n'est pas la Grèce. La Grèce, ils ont payé cher. Oui, mais ils étaient 2% du produit intérieur brut européen. La France, c'est 27% du produit intérieur brut européen, y compris une fois que les British sont partis. Et donc, en vérité, on ne peut pas vous étrangler. On ne peut pas vous faire comme aux Grecs. On va vous priver d'euros. Bah, nous, on les imprime. Les Grecs ne les imprimaient pas. On ne pourra pas nous priver. Il y aura des négociations permanentes. Et les négociations permanentes s'appuieront sur les travailleurs espagnols, les travailleurs portugais, les travailleurs belges, qui diront ben, c'est bien ce qu'ils font en France, faisons pareil. Ça sera plutôt un printemps des peuples, comme en 1848, plutôt qu'une fermeture et un étranglement. L'Europe est capitaliste parce qu'il n'y a pas de force éruptive pour l'instant, qui l'empêche, mais la force du salariat, elle existe dans tous les pays d'Europe. Et à un moment donné, quand ça va se réveiller dans quelqu'un, comme dit l'autre, quand la lave va vouloir sortir, elle sortira à Paris, mais tout le monde aura les fumées. Et donc, en vérité, ça touchera tous les pays d'Europe. Donc, on ne va pas se fâcher sur ce qu'on ferait éventuellement. Quand on aura le gouvernement, à quel rythme Enfin, c'est absurde, c'est des gens qui coupent les cheveux en quatre. On peut s'entendre sur une liste européenne. D'ailleurs, dans le programme de la NUPES, il y a 10 pages sur l'Europe quand même de points communs. Et on n'a qu'à faire 10 fois des décisions comme l'ubérisation, ce sera réglé. Ce n'est pas insupportable et insurmontable les divergences sur l'Europe. Et donc on peut faire une liste commune. Et si on fait une liste commune, y a pas, dans cette salle, vous me réinvitez, on la remplit. Parce que si la NUPES est dynamique, si elle l'avait été, pendant la bataille des retraites, on aurait eu des meetings à Bercy, à Paris. Hein? Alors là, le seul meeting qui a eu lieu, c'était à la Bellevilloise avec 500 places. C'est bien, enfin, c'est pas à la hauteur. L'intersyndicale, elle a fait bien mieux. Et l'intersyndicale, elle a aussi prouvé que l'unité, ça payait. Parce que moi, je connais les débats il y a 3 ans. La CFDT, comment c'était ils négocient le prix de nos chaînes. La CFDT, rien à faire. La CFDT, on fait rien. Moi, je suis à CGT depuis 1963. Je ne suis pas en train de vous défendre la CFDT. Je suis en train de vous dire qu'il y a 3 ans, je disais, ne tapez pas sur la CFDT, parce que nous avons besoin de les entraîner. Nous avons besoin qu'il y ait l'unité de tout le salariat pour avancer. Alors, au début, moi, je voyais les militants les plus gauchistes qui disaient « Ouais, ben, Laurent Berger, il va nous lâcher demain. » En souvenir de Chirac, c'était possible, mais il n'a pas lâché, parce que la pression du mouvement était plus forte. Et donc, il faut bien regarder. La totalité de l'intersyndicale a été une démonstration de force cette année. Pour les gens qui disent les syndicats sont morts. Mais arrêtez! Ne dites pas que les syndicats sont morts quand ils viennent de mettre 14 manifestations et 35 millions de personnes dans la rue. Ah oui, mais ils n'ont pas gagné. Mais ils vont gagner forcément. Parce que dans l'affrontement de classe que ça signifie, c'est l'horizon. Ça ne peut pas se faire autrement. La minorité macronienne est une minorité. Ils ont beau s'appuyer derrière les forces de l'ordre, ça ne suffit pas de s'appuyer derrière les forces de l'ordre. Donc, l'intersyndicale, la NUPES, ah oui, mais t'es plus au Front populaire. Alors, j'entends qu'ils disent qu'il faut un nouveau Front populaire. C'est vrai qu'on parlait d'histoire tout à l'heure. Le Front populaire était avec les radicaux. Je m'excuse de dire ça, qui était à l'époque un très grand parti, principal parti de la Troisième République. Hein. Il y avait le PS, le PC, plus les radicaux. C'était un grand ensemble. Ici, la question qu'il y a avec la NUPES, c'est qu'on n'a que des partis de gauche, on n'a pas de grands partis bourgeois. Alors il y a des gens qui me disent si le PS est un grand parti bourgeois. Ah bah non. Ah bah oui, mais regardez de près. Parce que moi, on en a eu des débats. J'ai fait les mémoires pour décrire 25 ans de combat au sein du Parti socialiste. Mais vous m'auriez dit, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, que finalement, je serais plus proche d'un premier secrétaire du Parti socialiste actuel, Olivier Faure, je parle, qu'avec tous ceux que j'ai connus quand j'y étais.
vous m'auriez surpris. Mais en vérité, c'est quand même ce qui s'est produit. Ce qui veut dire que la nature de ce parti, en dernière instance, n'était pas passée du côté, comme on dit parfois, de la bourgeoisie. Elle était sans arrêt talonnée par les rapports de force sociaux. Et que quand Hollande a conduit à l'échec, parce que même Hollande est un recordman dans l'histoire du Parti socialiste de l'échec. C'est ici à Tulle que je le dis, parce que, bon, quand même, il est arrivé avec 16 500 000 voix. En 20 mois, il en a perdu 14 millions. Il est arrivé avec un parti de 180 000 membres. Quand il est parti, il ne restait plus que 20 000 membres. Vous trouvez que c'est un tableau, on peut difficilement faire pire. Hein. Il n'a rien fait gagner à personne. Bon. Mais par contre, le parti lui a survécu quelque part. Il y est minoritaire maintenant. Mais le Parti socialiste en tant que tel lui a survécu. Et Olivier Faure est un des piliers d'une liste commune possible aux européennes de l'année prochaine. C'est même plus difficile chez les Verts. Mais les Verts, on connaît. Moi, je les connais comme vous. Ils ont des débats permanents. C'est sympathique. Ils avaient voté à 70% qu'ils auraient une liste indépendante. Mais c'était avant qu'on leur propose des têtes de liste. C'était avant qu'on leur dise, mais vous aurez un bon nombre d'élus. Et du coup, il y a des discussions. Sandrine Rousseau est pour une liste commune. Bayou est pour une liste commune. Au début, ils étaient 70% contre, maintenant, ils sont 50-50. Puis quand ils vont raisonner, il y a beaucoup de chances que la force et la volonté d'unité du salariat s'imposent à eux. Vous savez qu'il y a 76% des électeurs de gauche qui veulent une liste commune. 90% des électeurs du PC. 72% des électeurs des Verts. 62% des électeurs PS. Et on doit être, pour la dernière composante, les filles à 68%. C'est une aspiration unitaire normale, puissante. C'est elle qui doit s'exercer. Parce que c'est la condition pour que le salariat, la force, la deuxième mi-temps, la suite, la reconquête de droits sociaux, les cotisations sociales, on les défende et on les regagne. Je vais m'arrêter, hein. Sinon je vais vous assommer, mais je crois que j'ai fait le plan exact. Merci de votre attention. Ben, merci. Ben, je pense qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois parce que quand même une bonne heure et quart.